C'était très attendu, le discours de politique générale de François Bayrou. Le Premier ministre a en quelque sorte tracé sa feuille de route. Et le dossier principal sur lequel le nouveau Premier ministre était attendu au Palais Bourbon, c'est la réforme des retraites. Pas de grande surprise, le Béarnais a annoncé remettre ce sujet en chantier. LFI a déjà annoncé le dépôt d'une motion de censure. Le PS attend toujours pour se prononcer, comme le RN d'ailleurs. Le RN en tout cas, on le sait apparemment, Sébastien Chenu l'a dit, ils ne voteront pas de motion de censure, en tout cas pas au mois de janvier. On va justement parler avec mes invités. Gabriel Catala, vous êtes député de la 6e circonscription du Val d'Oise. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et Paul Edec, vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, première question, je m'adresse à vous, Madame Catala. Qu'avez-vous pensé du discours de politique générale de François Bayrou ? Eh bien, comme le reste de mon groupe, j'en attendais rien, mais on a été quand même déçus, puisque le discours de M. Bayrou était un discours dans la continuité du macronisme. Il n'a fait aucune annonce, il l'a dit lui-même. Il n'y avait aucun catalogue de mesures visant à séduire quelque groupe que ce soit. Et c'était un discours qui a permis de clarifier que le gouvernement, finalement, malgré ses prétendues négociations avec les socialistes qui se sont vautrés là-dedans, a dragué, finalement, continue à draguer l'extrême droite, puisqu'il y a eu de nombreuses annonces sur l'immigration. Par exemple, respecter le pacte européen asile-immigration, supprimer le droit du sol à Mayotte, qui sont des mesures saluées par le Rassemblement national. Et on a bien vu que le cirque des négociations qui durait depuis plusieurs semaines ne servait à rien, puisque sur les retraites, il n'a été évidemment nullement question de l'abrogation ou même de suspension, ce qui ne voulait rien dire, parce que quand on parlait par exemple de la suspension de 6 mois, puis de 3 mois, en réalité, rien que pour mettre à jour les caisses, en 2023, il a fallu des mois, et ensuite, quand la réforme était rentrée en vigueur en septembre, les caisses n'étaient même pas à jour. Sur les retraites, il a finalement annoncé une mission flash de la Cour des comptes. Pourquoi il a annoncé ça ? Parce que M. Bayrou est en désaccord avec les chiffres donnés par le Conseil d'orientation des retraites, pourtant présidé par un macroniste qui a succédé au président qui avait été limogé par Emmanuel Macron. Et ensuite, il a annoncé quoi ? Il a annoncé un conclave entre les différents partenaires sociaux où ils pourraient se mettre d'accord sur des ajustements à la réforme, mais pas sur l'âge de départ à 64 ans et pas sur le niveau de financement. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qui se passerait à ce conclave qui était annoncé pour vendredi et qui finalement est repoussé ? C'est que le MEDEF a un droit de veto sur ce qui s'y passerait et qu'ensuite, on en resterait toujours à la même situation. Et nous, ce que nous disons, c'est évidemment il y a un lieu pour discuter des retraites, c'est l'Assemblée nationale. Nous avions proposé une proposition de loi et qu'il n'y a pas besoin encore de réunion puisque le Parlement peut se saisir de cette question et il peut y avoir un vote. Donc forcément, nous avons déposé une motion de censure puisque rien ne convenait dans ce discours. Il n'y avait rien sur le climat. Il y avait 4 lignes sur les violences faites aux femmes sur 35 pages de discours. Et M. Bayrou refusant de se soumettre au vote de confiance, on dépose une motion de censure, comme on l'avait fait pour Michel Barnier et comme on l'avait fait avant pour Elisabeth Borne et pour Gabriel Attal, qui ne se sont pas soumis à un tel vote. Alors Gérard Filoche, je ne vous voyais pas, mais vous êtes bien avec nous. Vous êtes ancien inspecteur du travail, fondateur de la gauche démocratique et sociale. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Qu'avez-vous pensé du discours de politique générale de François Bayrou ? Il mérite une censure. Je veux dire que rien de ce qu'attend le pays, et surtout pas les salariés, n'est venu de sa bouche. Il n'y avait aucune offre d'augmentation de salaire, du SMIC, aucune offre de rattrapage des points d'indice de la fonction publique, alors qu'il y a eu une perte depuis 2 décennies. Aucune offre suffisante pour la santé, bien qu'il ait glissé quelques mots. Rien de clair pour l'école, pour les services publics. Et puis surtout, c'est pas un renversement du cap macroniste, c'est Macron. Donc si on a voté le 7 juillet dernier contre Macron, c'est pas pour réentendre après Barnier, Bayrou. Il y a eu beaucoup d'espoir dans des négociations. L'avantage des négociations, c'est que ça démasque. C'est que au lieu de partir d'un préjugé en disant c'est parce qu'il n'y a pas eu cette discussion, parce que je crois me souvenir qu'ils avaient dit la dernière fois pour Barnier que si Cazeneuve n'avait pas été nommé, c'était la faute de la gauche.
Voilà, on peut rien reprocher à la gauche. Elle a fait tous les efforts pour qu'il y ait des échanges, et notamment sur la question de la retraite. Et la question de la retraite est la question fondamentale en France. C'est l'enjeu d'une lutte de classe depuis des années. Et nous avons été en 2023, il y a eu 14 manifestations, plus de 34 millions de manifestants, 95% de l'opinion des actifs était contre les 64 ans. Il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale, ça a été bloqué, alors qu'il y a une majorité contre. Donc il y a un coup d'État permanent contre le fait, en fait, de respecter la volonté populaire, démocratique sur les retraites. Alors j'ajoute un mot sur les retraites, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, mais la retraite, ce n'est pas un impôt, c'est pas l'État. La retraite, ce n'est pas une épargne, c'est pas une capitalisation. La retraite est une cotisation liée au salaire. Si vous augmentez les salaires, et ils ont un retard de 10 points depuis plus de 20 ans, vous augmentez le salaire net, celui avec lequel on vit, et vous augmentez le salaire brut, celui qui contient les cotisations pour les retraites. Et quand on nous embarrasse de je ne sais combien de desiderata sur le financement, moi je vous dis une chose est simple. Si on veut une retraite à 60 ans, on ajuste les cotisations pour avoir une retraite à 60 ans. Il faut ajuster les cotisations pour garantir la prestation. Ça, c'est ce qu'ils veulent pas, ce que le patronat veut pas. Il veut pas augmenter les salaires nets et bruts, il veut pas augmenter les cotisations sociales, et il veut pas financer nos retraites. On a la retraite à 60 ans depuis 1982. La France est 4 ou 5 fois plus riche qu'en 1982. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi on ne pose pas la question de la retraite à 55 ans pour les métiers les plus durs dans le bâtiment. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est en fait de gagner en progrès en matière de retraite. Et eux ne veulent que nous faire reculer. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, on va en parler justement des retraites tout au long de cette émission. Tout d'abord, je voudrais avoir votre avis, Paul, sur le discours de François Bayrou. Est-ce que ça vous a surpris ? Non, pas véritablement, et malgré les fausses péripéties médiatiques sur ces soi-disant négociations, il faut regarder le fond du discours, et comme souvent avec le centre, c'était ni de gauche ni de gauche, et on peut en prendre quelques exemples pour montrer. Donc d'abord sur la question de la dette, il nous a vraiment servi le catéchisme néolibéral. Il parle d'une question morale, d'une épée de Damoclès, sans jamais parler du poids des politiques pro-patronales qui sont mises en place, en fait, notamment depuis 2017, avec exonération de cotisations exonération de cotisations sociales, défiscalisation des entreprises ou des foyers les plus riches. Enfin, bon, les politiques qui n'ont rien mené au niveau économique, dans la création d'emplois ou dans tous les facteurs qu'ils ont essayé de mettre en avant, on va dire tous les indicateurs, et là, rien. Juste la dette, pourquoi ? Parce qu'en agitant cette question de la dette de telle manière, en disant que c'est la ruine du pays, on peut justifier ensuite le budget qui arrivera par la suite, et qui est un budget d'austérité. Amélie Dumont-Chalin, qui est la ministre des Comptes publics, s'en est vantée hier en disant c'est historique, en 25 ans, on n'a jamais demandé autant, 32 milliards d'efforts sur les dépenses publiques, c'est-à-dire 32 milliards de coupes qui vont en fait attaquer le bien commun que sont les services publics pour les Français. Sur la question de l'économie, on a eu le droit à vraiment un geste de professionnel. En utilisant La Fontaine, il a chanté les louanges des multinationales, expliquant que c'est les grands fleurons français et que c'est magnifique. Il ne parle pas de ce qu'elles représentent, pareil en termes de captation de valeur sur le dos des travailleurs qu'elles emploient en France. Sur l'immigration, encore mieux, on a un en même temps. En même temps, Nicolas Sarkozy et la question de l'immigration choisie, et en même temps Marine Le Pen, en expliquant quand même, je tiens à le dire, que lorsque l'immigration est en trop grand nombre, elle est une atteinte à la cohésion nationale. C'est un discours que je considère personnellement comme véritablement le cœur de la matrice du discours de l'extrême droite en sujet d'immigration, avec l'idée que la figure de l'étranger, c'est celle qui vient détruire culturellement le pays, c'est celle qui vient poser problème, et ensuite la droite l'associe bien sûr avec toutes les questions d'insécurité, qu'elle soit insécurité au travail, qu'elle soit l'insécurité dans la vie civile, et ça c'est un discours dangereux, d'autant plus qu'il a vanté le fait d'avoir mis à la justice et à l'intérieur Retailleau et Darmanin, qui sont
sont vraiment les gens qui avaient été les pivots du dialogue de la Macronie avec l'extrême droite, qui doit aller chercher dans sa possibilité d'être soutenu au gouvernement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en disant qu'ils ne voteront pas la censure. Et bon, dernier exemple, encore une fois, il a expliqué que bien sûr que l'état de droit était important, mais qu'il fallait montrer que c'était pas un, je cite, état de faiblesse. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, on va pas parler d'augmenter les droits politiques dans ce pays qui ont été extrêmement restreints dans les dernières années, mais on va augmenter la puissance de la matraque. C'est systématiquement la réponse qui a été donnée par le gouvernement successif qui ont été les gouvernements pour la présidence d'Emmanuel Macron et qui ont dit, voilà, quand vous contestez, on vous tapera dessus, et j'en veux pour preuve cette espèce de fil conducteur, et je m'arrêterai là, du discours qui avait pour but de parler de concorde et d'essayer de mettre un voile d'illusion sur le fait qu'en politique, il y a la confrontation nécessaire d'intérêts, et il y a des intérêts contradictoires dans cette société. J'en nommais certains quand je parlais des grandes féodalités économiques de ce pays qui ont été gavées à l'argent public au détriment de la population générale, et en fait, dans ce discours de concorde, on essaie de nous faire croire que tout va bien et qu'il n'y a pas aujourd'hui des affrontements réels en termes de vie sociale, de parcours, et qu'il n'y a pas dans ce pays 9 millions de pauvres, des gens qui vont à l'aide alimentaire, des gens qui ont besoin de s'arrêter plus tôt, et de l'autre côté, des gens qui se gavent. Et ça, c'est vraiment, effectivement, et j'irai dans le sens de l'intervenant précédent, le macronisme. Macron. Alors, avant de parler du fond du discours de François Bayrou, j'aimerais avoir votre avis, Madame Catala, sur la position du PS depuis le début de cette histoire. Le PS, on ne sait pas encore s'il va voter la motion de censure. Je pensais qu'on le saurait. Il est quelle heure ? Il est 7h15. Je pensais vraiment qu'on allait le savoir. Apparemment, ils attendent encore. Manuel Bompard parle de reniement, que le PS, en fait, est en train de renier et qu'il renie la crédibilité du NFP. Est-ce que, selon vous, il a raison ? Bien sûr, c'est un reniement, puisque le fait même que M. Bayrou soit Premier ministre, ceux qui ne respectent pas le résultat des élections, peu importe le contenu du discours, est un motif de censure. Dans le gouvernement Bayrou, on a actuellement 19 ministres du gouvernement précédent qui sont restés, M. Retailleau, Mme Vautrin, Mme Dati, etc., et 13 qui ont conservé le même portefeuille. Ça, c'est un argument qui devrait suffire pour la censure. Ensuite, sur le reniement, évidemment, quand on est élu sur l'abrogation de la retraite à 64 ans, l'augmentation des salaires, le dégel du point d'indice pour les enseignants, des mesures pour les services publics, pour les hôpitaux, pour les écoles, etc., et qu'on hésite à censurer un gouvernement qui va faire totalement le contraire, bien sûr que c'est un reniement. Là, on voit déjà que il y a une fraction au sein du PS, puisque certains députés ont annoncé, voient bien que cette position de non-censure ne tient pas du tout, et ont annoncé dès cet après-midi que eux allaient voter la censure, peu importe la position du groupe. Puisque, qu'est-ce que fait le PS ? Comme d'habitude, le PS règle ses conflits internes à travers des sujets nationaux. C'est-à-dire que la seule préoccupation d'Olivier Faure, quand il passe dans les grands médias et qu'il explique la position de leur groupe parlementaire, c'est de sauvegarder l'aile droite du parti, donc Hollande, Aurélien Rousseau, Jérôme Guedj, qui, eux, ne veulent pas censurer, tout en essayant de sauvegarder aussi la gauche, disons, du groupe parlementaire. Et ça devient totalement inaudible pour les gens. Ils nous ont rappelé qu'ils étaient la gauche du travail, la gauche qui essaye tout, la gauche qui va arracher des victoires. J'aimerais savoir quelles victoires ils ont arrachées, parce que hier, dans le discours, il n'y avait absolument rien. Notamment, soi-disant, ils avaient arraché le reniement des 4000 postes supprimés dans l'éducation. On a bien vu au moment du discours de politique générale que, M. Bayrou a confondu les AESH et les enseignants, et que deux, ensuite, il a essayé de faire une explication totalement tarabiscotée sur les places au concours, etc., mais que 4000 postes sont toujours supprimés dans l'état actuel du budget. De la même manière qu'on a essayé de nous faire croire qu'il y aurait une taxe sur les Français qui détiennent les patrimoines les plus élevés sur les principaux millionnaires et milliardaires de notre pays. En réalité, c'est impossible pour une simple et bonne raison qui est technique, c'est que le budget qui est discuté actuellement est le budget de M. Barnier. Le budget actuel est au Sénat, c'est celui de M. Barnier, avec 60 milliards d'austérité, chose contre laquelle on avait combattu à l'automne dernier, et on avait dégagé des nouvelles recettes. Et il est impossible, en raison d'une règle parlementaire qu'on appelle l'entonnoir, de mettre des nouvelles dispositions dans ce budget, dont la version finale sera connue dans 2 semaines environ et sera soumise à un vote final à l'Assemblée. Donc ça, pareil, c'est impossible. Et donc, il n'y a eu aucune victoire arrachée, et c'est la même chose, puisque la même suite que les discussions qui avaient eu lieu avant décembre, puisque pareil, ils ont essayé un ministre du NFP, puis un ministre de
de gauche, puis un ministre partageant les valeurs de la gauche. Et on se retrouve avec Bayrou, Elisabeth Borne, Darmanin, Retailleau, le retour de Manuel Valls. Donc ils n'avaient rien arraché du tout. Et encore une fois, ils sont finalement les dindons de la farce de la manœuvre macroniste, puisque Macron a joué la montre comme il l'avait fait en décembre. Et eux, il y a dans une partie de leur groupe de la naïveté, de croire qu'Emmanuel Macron, qui agit comme un rouleau compresseur depuis 7 ans, allait tout d'un coup faire des concessions sur la retraite à 64 ans, alors que personne dans son groupe n'est pour abroger la réforme, et que M. Macron a fait sa campagne présidentielle sur la retraite à 65 ans, comme M. Bayrou et comme d'autres. Et il y a également de la mauvaise foi, parce qu'en fait, ils ont pas envie de censurer, puisqu'il y a toute une partie du Parti socialiste qui épouse les théories libérales de M. Lombard, le ministre de l'économie, et qui n'ont pas envie de censurer, et qu'ils ont finalement ils avalisent la théorie médiatique selon laquelle nous risquons le shutdown, etc., ce qui est totalement faux. Alors, Gérard Filache, vous étiez mon invité il y a quelques semaines et vous nous disiez que le NFP était une grande famille et qu'il fallait que tout le monde rentre à la maison. Aujourd'hui, est-ce toujours votre position? A-t-elle évolué? Et surtout, est-ce que c'est encore possible que tout le monde rentre à la maison, si et seulement si, parce que le PS ne s'est pas encore prononcé, je le répète, si le PS ne vote pas la motion de censure déposée par LFI? D'abord, nous ne savons pas encore le résultat des délibérations du PS. Mais moi, je pars toujours du point de vue de l'union, plus que jamais. Parce que je considère que si nous ne sommes pas unis, si le NFP ne vit pas, ne se développe pas, ne s'ancre pas à la base, ne se démocratise pas, ne s'élargit pas et ne tient pas une majorité, nous perdrons tout. Aucun des partis du nouveau Front populaire ne peut gagner seul. Si ça craque, nous perdons. Le salariat perd. Nous perdrons tout. Et il y a un tel risque en face Le Pen que cette situation ne doit pas se faire. Donc mon souci, c'est pas de partir du point de vue des 4 appareils principaux qui composent le NFP, c'est de partir des besoins de l'Union et de déterminer comment on fait pour éviter que ça n'éclate. Et donc j'ai traité avec beaucoup d'attention la position du PS. En plus, je suis un vieux syndicaliste, vous savez. Il faut toujours négocier avec les patrons, même quand on a envie de les virer. Et il faut toujours, mais tant qu'on peut pas faire la révolution, faut grappiller tout ce qu'on peut grappiller. La politique de la chaise vide dans les luttes de classe, ça ne paye jamais. Alors là, il y avait j'ai calculé 121 députés sur les 192 du NFP qui voulaient négocier. À mon avis, j'aurais été la dernière partie, je ne veux pas mettre en cause la députée qui est à côté de moi là, mais j'aurais été dans ce parti, j'aurais participé. Pourquoi? Parce que ça aurait verrouillé, pesé, et on aurait discuté au fur et à mesure dans une entente qui de toute façon serait arrivée au même résultat. Et on démontrait à des millions de gens, parce que dans le NFP, il y a des voix de la CFDT, il y a des voix de l'UNSA, il y a des voix de Force ouvrière. Ils ont signé récemment un accord avec le patronat. Moi, je ne suis pas pour, mais j'observe, et nous avons besoin d'eux, comme nous en avons eu besoin au moment de l'intersyndicale en 2023. Moi, je suis CGT, ma première carte à la CGT remonte à 1963. Je ne suis pas soupçonnable d'opportunisme, mais je pense que l'union est nécessaire et qu'il faut tenir le langage, faire attention, avoir le respect, dialoguer, de façon à consolider cette union. Et d'ailleurs, le résultat, ça peut être peut-être que le PS va voter, parce que Olivier Faure, c'est un mystère pour personne. Il y a un congrès du Parti socialiste en juin. Les opposants droitiers qui sont, disons, pro-hollandais, que j'ai combattu toute ma vie, parce que ça, ils ont trahi entre 2012 et 2017, et ça a été un désastre pour la gauche. Ils veulent revenir à l'offensive contre la ligne unitaire d'Olivier Faure. C'est à ça que nous assistons. Bon, et dans ce cas-là, faut pas les insulter, parce que si vous les insultez... D'ailleurs, ce matin, Mathilde Panot a dit « Ne les traitez pas de traîtres, arrêtez. S'ils reviennent voter la censure, c'est bon. » C'est le ton que j'ai. Justement, vous parlez d'union au sein du NFP. Pourtant, LFI l'a dit, en clair, si le PS ne vote, ceux qui ne voteront pas la motion de censure seront exclus du NFP. Manuel Bompard l'a dit, vous ne pouvez pas être élu avec l'étiquette NFP et soutenir le gouvernement de François Bayrou. C'est également ce que Mathilde Panot a dit. Je vous propose de l'écouter et Paul Hellec, je vous interroge juste après. Je dis aux socialistes que le 8 juin 2023, nous avons fait un serment commun avec le groupe écologiste, avec le groupe communiste, avec le groupe socialiste, et que ce serment disait que nous ferions
tout ce qui est possible pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans et même pour défendre la retraite à 60 ans. Donc, il faut, encore une fois, revenir à la raison. Si nous avons toutes et tous été élus, c'est sur le programme du nouveau Front populaire. Moi, c'est pas et la c'est question pour en que je vous finir pose. avec La la question que politique je vous d'Emmanuel pose, Macron. c'est qu'est-ce qui se passe si les socialistes ne votent pas votre censure? Eh bien, Votre nous verrons, censure. mais j'ai entendu, par exemple, que Luc Carvounas disait que s'il était député, il voterait la censure, que Johanna Rolland, qui est numéro 2 du parti, disait que si elle était députée, elle voterait la censure. J'ai entendu plusieurs députés du PS qui voulaient voter la censure. Et alors, ceux qui votent Donc, pas la censure, qu'est-ce qui va se Eh passer? bien, encore une fois, mon objectif cette semaine, c'est que l'ensemble du nouveau Front populaire vote cette motion de censure. Paul, si le NFP éclate, que serait LFI sans le PS et le PS sans LFI? Moi, je ne sais pas s'il va éclater. La question, c'est qu'on le savait depuis le départ. C'était le même problème pendant la NUPES et le NFP. C'est que, en fait, il y a un accord et il y en a pour certains. Le socle du NFP, c'est le programme minimum. Je pense à la France Insoumise, sans doute au Parti communiste et à une partie des écologistes. Et pour d'autres, c'est le socle maximum de ce qu'ils sont capables d'accepter. Et d'accepter avec une certaine forme de mépris, parce que on en parlait de François Hollande, il l'a dit lui-même dans la presse, ça s'est vu, je veux dire, les programmes n'engagent que ceux qui les lisent. Bon, et effectivement, ce qui pose problème, c'est le fameux, notamment, texte d'orientation numéro 1 du 80e congrès du Parti socialiste, mené par Hélène Geoffroy, qui est la maire de Vaux-en-Velin, et qui font partie des gens qui ont expliqué dernièrement que parce qu'il y avait des négociations, parce que c'était juste un discours de politique générale, c'était pas le lieu de censurer, et qui en fait, eux, veulent servir de béquille à Emmanuel Macron parce qu'ils ne croient pas qu'il y a une possibilité de sortir de la crise politique autrement que par la conciliation avec ceux qui sont au pouvoir actuellement. Bon, et puis je remarque que ce sont des gens qui ensuite ont embarqué Olivier Faure en lui mettant la pression sur sa place au Parti socialiste, sa capacité à rester le maître du parti, et avec une vision très particulière des négociations. C'est-à-dire que quand vous participez à une négociation, généralement il faut exiger quelque chose. Et là vous avez des négociations où pendant une semaine, chaque jour, ils demandaient un peu moins. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? C'est-à-dire que le premier jour, ils disent abrogation de la réforme des retraites. Puis après, ils disent non, suspension. Et puis après, ils disent suspension pour 6 mois. Et après, ils disent suspension pour 3 mois. Et après, ils disent une conférence où le MEDEF pourra décider plus ou moins de ce qu'il veut, parce qu'il n'y aura pas d'accord entre syndicats et le MEDEF sur la question de la retraite. Monsieur Martinez, qui est l'ancien secrétaire général de la CGT, l'a dit tout à l'heure sur un plateau. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Dans des négociations, quand on arrive et qu'on lâche tout, et qu'en plus, c'est un déni du mandat qui lui a été confié, il se passe que, en fait, vous cherchez à trouver une solution politique sur votre personnel contre le collectif qui était le NFP. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est sûr qu'ils mettent en danger le NFP, et surtout, ils mettent en danger le NFP parce qu'encore une fois, le problème de l'union pour l'union, c'est que l'union sans contenu ne veut rien dire. Et surtout, l'union pour l'union amène souvent à se positionner sur le plus petit dénominateur. C'est-à-dire sur la stratégie du lien le plus fragile, de ceux qui sont le plus prêts à arrêter le rapport de force. Et dans ces conditions, l'union ne peut pas être maintenue. Parce que si vous voulez, sinon, ça veut dire qu'il faut demander à l'aile droite du PS, à François Hollande, de décider qu'est-ce que doit être le cœur de gravité de la gauche. Et ça, c'est effectivement, un casus belli pour une partie de la gauche. Je pense pour la France Insoumise dont fait partie Madame Catala. Et en ce sens, moi, je suis d'accord avec cette idée que l'union est un outil tactique important pour pouvoir représenter le salariat et son unification, ou en tout cas son projet d'unification contre les intérêts, que défend le gouvernement, mais il ne peut pas être une finalité à partir du moment où il sacrifie tout son contenu. Et c'est ça la guerre qu'il y a entre les deux. Donc, que sera le Parti socialiste sans la France insoumise? Probablement pas grand-chose. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et que sera la France insoumise sans le Parti socialiste? Sera en difficulté dans un premier temps pour pouvoir récupérer son espace, mais ça fait partie aussi des luttes politiques. C'est de dire, cette option-là a déçu. Ils ont déjà déçu systématiquement quand ils étaient au pouvoir, et il va falloir aller recomposer la gauche sur d'autres bases, et encore une fois des bases programmatiques, de fond, de contenu, avec un contenu qui réponde aux exigences des Français. Et je pense que le Parti socialiste a plus de difficultés, et c'est pour ça que beaucoup iront voter la censure, et je suis pas sûr qu'il y ait autant de gens qui ne la votent pas, parce que très vite ils seront crucifiés par le peuple de gauche pour ce renoncement à ce programme, encore une fois, minimal. De la NUPES au NFP, on passe de 600 propositions, un peu plus, à 150. C'est déjà un coup de canif dans la proposition à gauche. Donc je pense que les gens partiront véritablement du NFP, je parle de cette aile droite du PS, qu'à partir du moment où ils auront quelque chose sur lequel s'appuyer pour compenser le coût politique que sera ce départ de l'unité à gauche. Et pour l'instant, il n'y a rien. Parce que même s'ils sont prêts à se vendre, on leur a même pas servi un plat de lentilles, quoi. C'est assez triste. C'est assez... Voilà.
Alors, en gros, François Bayrou ne suspendra pas et n'abrogera pas la réforme des retraites. Il a dit qu'il la mettait justement en chantier et qu'il y aurait à peu près 3 mois de négociations avec les partenaires sociaux. Mais en cas d'échec des négociations, la porte-parole du gouvernement confirme que la réforme Borne s'appliquera si un échec. Le PS et la CGT dénoncent un droit de veto accordé au patronat. Madame Catala, que pensez-vous de cette formulation ? Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est pour faire peser la responsabilité sur les syndicats, alors qu'il est évident qu'une réunion entre la CGT et le MEDEF ne peut amener qu'à une perpétuation de cette réforme. Là où je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas besoin de discuter pendant 3 mois, puisqu'il y a des débats à l'Assemblée nationale. Nous avons mis l'abrogation à l'ordre du jour en novembre dernier. Il y avait une majorité pour la voter. Et tous ceux qui prétendent aujourd'hui être favorables à des petits ajustements sur les femmes, les carrières longues, etc., n'ont proposé aucun amendement lors de la discussion de ce texte. Ils se sont contentés d'obstruer le débat à longueur de journée et d'empêcher le vote parce qu'ils savaient que la réforme serait abrogée et qu'ensuite elle allait être inscrite à l'ordre du jour au Sénat, puis revenir à l'Assemblée via le groupe des écologistes. Là où tout ça est une vaste mascarade, c'est que même Madame Braun-Pivet, qui était dimanche sur France Inter, disait oui, c'est vrai qu'il y a des injustices sur les femmes notamment. Moi, personnellement, par exemple, j'ai porté en novembre une loi sur la pénibilité des métiers féminisés qui faisait en sorte que les femmes qui exercent les métiers les plus pénibles, du soin, du lien, dans l'éducation, etc., puissent partir à la retraite anticipée. Les groupes Renaissance, Modem, etc. ont tous voté contre et n'ont proposé aucun amendement sur ce texte qui parlait en fait indirectement aussi du sujet des retraites. Quant à la mission flash de la Cour des comptes est présidée par M. Moscovici, qui est un libéral, et pareil, cette mission flash, son seul objectif, c'est de contrecarrer, de faire en sorte que les chiffres du Conseil d'orientation des retraites ne soient plus utilisés. Là, la réunion devait commencer vendredi. Madame Binet a déjà dit ce matin que finalement, elle n'avait pas la date du début de ce conclave pour discuter des retraites. Donc tout ça est une mascarade, et encore une fois, l'abrogation de la retraite à 64 ans pourrait être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale sans passer par toutes ces négociations qui visent juste à gagner du temps et qui en fait étaient une farce à destination des socialistes pour faire tenir M. Bayrou pendant 3 mois supplémentaires, comme tout ce que M. Bayrou avait fait mine de promettre aux socialistes, et que finalement il n'a rien mentionné de tout ça dans son discours fait hier. Gérard Filoche, est-ce qu'on peut vraiment parler de négociation, puisque c'est la réforme Borne qui va s'appliquer en cas d'échec ? C'est un diktat de la part de Bayrou et puis Macron. S'ils veulent sincèrement discuter, il n'y a qu'à faire, comme ça vient d'être dit, voter le Parlement. La retraite sera abrogée, à 64 ans sera abrogée, point. Il y a une majorité pour l'abroger. Tout le monde le sait dans le pays. Donc la façon dont ils procèdent est malhonnête. C'est une diversion. C'est pour mettre en place une commission truc-muche et faire qu'elle échoue. Et empêcher que ce soit le Parlement qui en décide. Alors après, moi, je voulais dire, l'union pour l'union, ça n'existe pas. C'est des trucs... Il y a un programme, celui du NFP, c'est un bon programme. Il n'est pas moins bon ou meilleur que celui de la NUPES. Il y a des choses, même en droit du travail, j'ai observé qu'il y a dans le programme du NFP, par exemple, la régulation de la sous-traitance, qui n'était pas dans le programme de la NUPES. Bon, par contre, il y avait dans le programme de la NUPES pas plus de 5% de non-CDI par entreprise. Ça n'est pas dans le programme du NFP. Il y aurait beaucoup de choses à améliorer, à discuter. Moi, j'ai un point de vue critique de gauche sur le programme du NFP. Mais bon, il est là. Et il permet d'avoir rassemblé des réformistes et des révolutionnaires, si vous me permettez l'expression. Il faut toujours les mêler. Il faut toujours qu'il y ait, un lien pour pouvoir avancer. On peut pas. La grande marche pour transformer la société, c'est une marche qui doit mêler tout le monde. Et puis après tout, si les révolutionnaires sont meilleurs, ils gagnent dans les derniers kilomètres du marathon. Mais c'est de cette façon-là, on part pas. On cherche pas à séparer au début, et on cherche même pas à séparer. On cherche à rassembler, à additionner, pas à écarter. Et donc, je crois que c'est ça la bonne démarche pour conserver aujourd'hui le NFP. C'est pas une question tactique, comme ça a été dit à mon avis, c'est une question stratégique. Nous sommes 30 millions de salariés, 90% des actifs, nous sommes pluralistes. Il faut réussir à faire une union
pour qu'il en sorte 51% des voix, tant qu'on pense qu'on ne peut pas faire la révolution et qu'il faut gagner l'élection. Et alors là, il faut argumenter. Si je peux me permettre un argument par Bayrou et les retraites, un petit peu raccroché à ce que nous disions. Mais Bayrou a fait un truc où il commence par les retraites. C'est son obsession. Par les dettes, pardon. C'est son obsession. Mais jamais la Cour des comptes qu'il choisit pour en discuter et fait la même chose fondamentale. Il mêle 3 budgets. Le budget de l'État, le budget des collectivités territoriales et le budget de la protection sociale. Ils additionnent, ils disent voilà, ça fait les prélèvements obligatoires, c'est du pipeau. Parce que l'impôt n'est pas une cotisation, la cotisation n'est pas un impôt, et les budgets sont gérés séparément. Or, dans la dette, ce que ne dit jamais Bayrou, personne, les macronistes, 82% de la dette vient du budget de l'État. Il ne vient pas du budget de la protection sociale. Il ne vient pas du budget des collectivités territoriales. 9% vient du budget de la protection sociale. C'est pourtant le plus élevé, il doit atteindre à peu près 850 milliards. 9% vient des collectivités territoriales, c'est le plus bas, fait à peu près 250 milliards. Le budget de l'État fait 500 milliards en gros, à la louche. Il y a 82% de la dette qui vient de là. Si on insistait sur cet aspect de la question, on montrerait en évidence que c'est parce qu'ils ont baissé les recettes et c'est parce qu'ils ont fait des cadeaux aux entreprises sous forme de CICE, d'aides, etc., depuis des années et des années qu'ils ont ainsi approfondi la dette. Si on replace les choses comme ça avec une vision des budgets séparés, qu'on contredit carrément la Cour des comptes, M. Moscovici, qui devrait faire des comptes avec des budgets séparés, puisque les budgets le sont ainsi. Si on les contredit et puis qu'on protège ainsi aux yeux de la population, ce qu'est notre protection sociale, c'est pas elle qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est les aides gratuites, sans contrôle ni retour aux entreprises, au CAC 40 et aux plus riches. Ce qui est en jeu, c'est le fait qu'il y ait ces cadeaux et qu'ils aient baissé de 73 milliards, enfin les chiffres varient, les impôts. Et donc c'est là qu'il faut porter notre effort pour contredire. Et si on dit ça, ça correspond assez bien au refus de la politique de l'offre qu'il y a dans le programme du NFP. Ça contredit assez bien la droite du PS qui voudrait défendre la politique de l'offre de François Hollande. Paul Hellec, vous vouliez répondre. Oui, bon, j'ai été interpellé, donc je me permets. Je pense que l'union pour l'union, ça existe. Je le dis sans anonymité. Je pense que vous en êtes un représentant spécialisé. En fait, ce qui me gêne, c'est encore une fois, ne pas comprendre que lorsque des individus qui se sont fait élire sur un programme renoncent à ce programme, font la promotion d'autres options politiques, d'autres stratégies. Par exemple, l'alliance avec Macron, le soutien critique au gouvernement de François Bayrou, ou de fait passent leur temps dans la presse à mettre en cause la formation, certes très peu construite, qu'est le nouveau Front populaire. Que faut-il faire ? Faut-il attendre et considérer que les manœuvres de ces gens-là, qui en plus s'engage dans de fausses négociations en sabotant l'ensemble du rapport de force qui essaye d'être construit à gauche contre le gouvernement, il ne faut rien en faire. Il faut, au nom de l'unité, passer l'éponge. Paul Hellec, je vous coupe. Admettons que le PS vote la motion de censure. Finalement, est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que le mal est déjà fait ? Non, la question c'est, encore une fois, les unions qui se sont passées, que ce soit la NUPES ou le NFP, c'était un moment fixation du rapport de force à gauche sur le contenu programmatique, avec une partie de la gauche dite radicale, de rupture, vous l'appelez comme vous voulez, qui du fait du rapport de force favorable, qu'elle avait reçu dans différentes élections, a forcé que le contenu de notre camp social y soit à tel niveau, sur telle proposition. La question donc, c'est si le PS s'en échappe, il faudra effectivement le mettre en face de ses responsabilités et trouver les moyens de reconstruire un rapport de force qui l'impose de nouveau à ne pas aller donner sa main. Est-ce que selon vous, ce PS peut se rattraper s'il vote la motion de censure ? Mais il ne faut pas fermer l'avenir en disant voilà. Mais bien entendu que moi je pense que le Parti socialiste n'est possible comme un partenaire à gauche que contraint, forcé, la main crucifiée sur le programme et n'ayant pas la possibilité de s'en aller. En dehors de ça, effectivement, je pense que c'est rare. Vous savez, ça me fait penser à la fable du scorpion et de la grenouille. C'est une grenouille qui prend un scorpion sur son dos et qui veut traverser la rivière. Et au milieu de la rivière, le scorpion, il pique la grenouille. Et la grenouille, elle dit, mais tu vas mourir. Et elle dit, bah oui, mais c'est dans ma nature. Le Parti socialiste ne représente plus les intérêts, du salariat depuis des années. On le sait depuis au minimum 83. Et en vérité, quand je dis c'est dans sa nature, c'est qu'il représente une fraction particulière des classes moyennes supérieures, de la petite bourgeoisie, et qui, systématiquement, ne conçoit
ne considère plus le rapport de force comme un instrument de la politique. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le contexte actuel, il y a une offensive générale en face de gens qui ne veulent absolument pas négocier. Chaque fois qu'il y a eu un mouvement social, c'était répression et mise en condamnation de l'opposition. Je rappelle, avec des niveaux de macartisme absolument hallucinants dans le pays. Donc, effectivement, si les gens sabotent l'effort fait par d'autres, je pense qu'il faut, à minima, pendant un temps que les politiques ont à déterminer, les mettre en quarantaine de ce qui est le cœur de notre perspective à gauche. En tout cas, si on veut une transformation sociale un peu digne de ce nom. Et je finirai juste sur cette question, encore une fois, de la négociation et de pourquoi le dialogue social, sous la forme que propose le gouvernement, est une farce. C'est qu'encore une fois, déjà, le MEDEF n'est pas un syndicat patronal. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème de conditions de travail pour le patronat. C'est un lobby d'intérêts privés, dont les représentants sont uniquement présents pour assurer quoi? La continuité de leur rôle dans la production, à savoir la commandite du travail et l'extraction de valeur sur le dos de tous les gens qui produisent. Donc je ne vois pas, mais vraiment pas, quelle légitimité ces gens-là ont à participer à la façon dont on décide de répartir la valeur. C'est-à-dire historiquement plutôt les combats que la gauche a menés dans la création de la sécurité sociale, l'intervention du patronat et le soutien du patronat à certaines branches syndicales contre la volonté de la CGT, dont je suis aussi adhérent, qui a empêché le système de la sécurité sociale et le système des retraites et le régime général de la sécurité sociale de s'étendre et de venir un peu socialiser une partie de la valeur. Donc bien sûr que c'est un piège, et je remarque que c'est un piège qui est récurrent. C'est-à-dire que vous avez eu d'autres occasions, je crois que la dernière fois c'était au niveau des négociations sur la retraite, où le gouvernement avait dit voilà, on donne une trajectoire qui doit être une trajectoire d'économie. On laisse aux partenaires sociaux, soi-disant, la question de discuter. Et puis, si cette trajectoire n'est pas respectée et que les partenaires sociaux ne sont pas d'accord, on reprendra la main et on appliquera quand même notre politique. Donc, ce piège-là, il va falloir qu'on arrête de sauter à pieds joints dedans, en tout cas à gauche, et faire en sorte que, voilà, on reparte sur les fondamentaux. 90% des actifs sont contre ce régime. Il faut passer par le Parlement et il faut réorganiser un mouvement sur cette question de toute urgence. Alors, on va rappeler la position des uns et des autres par rapport à la motion de censure déposée par LFI, les Républicains. Bien évidemment, ne la voteront pas. Le PS, on ne sait toujours pas, ça ne devrait pas tarder, mais en tout cas, on attend toujours leur position officielle. Et puis, c'est la gauche de Schrödinger, voilà. On ne sait pas si elle est à gauche ou pas. Et il y a la position du RN qui est plutôt claire. Peut-être qu'ils voteront une motion de censure, mais en tout cas, ils ne voteront pas celle-là. Je vous propose d'écouter Sébastien Chenu. Nous n'avons évidemment pas été convaincus par ce discours, mais comme nous sommes rarement convaincus par les paroles que nous délivre la Macronie, c'était un discours qui manquait de souffle, qui manque d'ambition, qui passe à côté de ses objectifs, qui est très éloigné des attentes des Français. Maintenant, nous, on censure sur des actes. Donc, on verra les actes budgétaires de ce gouvernement. On verra ce qu'il réserve aux Français. Donc on ne censurera pas immédiatement parce qu'on n'est que sur du sable, on n'est que sur du verbe, mais il est évident que François Bayrou a manqué son objectif. Il n'y a rien d'ambitieux, il n'y a rien de courageux. Il ne s'attaque pas aux grands chantiers qui nécessiteraient la mobilisation de l'État, et le reste c'est un discours soporifique, ennuyeux, pas au niveau de ce qu'on peut attendre pour notre pays. Donc là, vous allez essayer de convaincre M. Bayrou de tirer vers l'extrême droite pour qu'il n'ait pas de censure? Je ne sais pas ce que c'est que l'extrême droite. Elle n'est pas représentée, l'extrême droite, à l'Assemblée. De tirer vers le Rassemblement national? On s'est tout dit. Merci. C'était une petite pique à LFI. Nous, on ne censure pas sur des paroles, mais sur des actes. Madame Catala, quelle est vraiment la stratégie du RN? Parce que là, quand on écoute Sébastien Chenu, clairement, il a détesté le discours de François Bayrou, mais il ne censurera pas. Depuis le début, depuis le 7 juillet, le RN est la béquille d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, ils avaient fait la même chose sur Michel Barnier. Nous avons déposé une motion de censure dès septembre, dès le discours de politique générale de M. Barnier. Et le RN n'avait pas censuré de la même manière qu'ils n'ont pas voté la destitution de M. Macron et qu'ils ont, avec les groupes macronistes, voté contre le budget que le NFP avait transformé en budget de justice sociale. C'est-à-dire que nous avions dégagé 60 milliards de recettes nouvelles à l'automne dernier et qu'à la fin, le RN étant mécontent de toutes les nouvelles, les créations la suppression d'exonération de cotisations, les nouveaux impôts sur les patrimoines des ménages les plus riches, etc., le RN a décidé de voter contre. Et c'est ça qui a fait tomber le budget de M. Barnier, qui aurait pu être adopté et ensuite aller au Sénat tel que voté par le nouveau Front populaire.
Et donc là, quand M. Chenu parle de « il faut voir les actes, etc. », je viens de le dire tout à l'heure, on connaît déjà le budget qui va être voté, puisque c'est le même que M. Barnier, qui est discuté actuellement au Sénat et qui ensuite va juste arriver en lecture définitive à l'Assemblée nationale. Là, le Rassemblement national a sa stratégie habituelle, c'est-à-dire la stratégie de la cravate respectable, de « nous, on veut la stabilité, etc. » Mais c'est juste que la politique de M. Bayrou leur convient, puisque leur programme néolibéral est exactement le même. Il n'y a pas de volonté d'abroger la retraite dans le fond. La dernière fois qu'ils ont proposé leur loi sur la question, elle était fondée sur la natalité, sur une obscure mesure de financement qui allait arriver en 2027 avec potentiellement l'élection de Mme Le Pen. Ils ne proposent pas d'indexer les salaires sur l'inflation. Ils ne proposent rien sur le climat, etc. Et sur l'immigration, ils sont satisfaits. Ils ont M. Retailleau, qui en réalité est d'extrême droite au gouvernement, qui préparait, là ça n'a pas été évoqué dans le discours, une loi immigration. Ils ont M. Retailleau qui, encore la semaine dernière, le jour de l'hommage aux morts de Charlie Hebdo, a osé proposer, alors que ça n'avait aucun rapport, la suppression de l'autorisation de porter le voile pour les accompagnatrices de sortie scolaire et l'interdiction du voile à l'université, ce qui est le programme du Rassemblement national. Donc le Rassemblement national se complète très bien dans cette situation-là. Gérard Filoche, quelle est la stratégie du Rassemblement national aujourd'hui ? Il s'agit d'un soutien au gouvernement tacitement, parce que quand M. Chenu dit on va juger sur les actes, mais la déclaration de politique générale devant un Parlement, c'est un acte, c'est pas un discours, c'est pas des paroles en l'air, c'est une façon d'appréhender une orientation politique. Et normalement, elle devrait être soumise au vote. Elle ne l'est pas. Mais si elle était soumise au vote, il voterait la confiance ou voterait pas la confiance ? Donc en vérité, il fait une esquive en disant bon, on va reporter à plus tard, comme ils ont fait face à Barnier. Je me répète, je suis pour la censure maintenant sur le discours de politique générale de Bayrou. Et je suis pour que tous les NFP votent cette censure. Et donc, pourquoi je suis pour que tous les NFP votent cette censure ? Parce que contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que le Parti socialiste est une partie de la gauche. De la même façon que la CFDT ou l'UNSA sont des partis du mouvement syndical. Et que nous avons besoin de toutes les composantes pluralistes de notre salariat, de notre classe sociale pour gagner. Donc je fais des efforts, non pas pour repousser en disant il faut les tenir la main parce que sinon ils vont trahir comme des scorpions. Je dis pas ça comme ça, moi. Je pense que l'union fait la force, mais la force ne fait pas l'union. L'union exige du respect, de l'empathie, une analyse correcte. Parce qu'on ne peut pas, pour faire l'union, avoir deux visages, comme Janus. Il faut dire ça à François Hollande, alors. C'est à François Hollande qu'il faut dire, pas à moi. Je ne vous parle pas de François Hollande, je vous parle de l'union de toutes les composantes. Et je vous dis, pour faire l'union, il ne faut pas avoir un visage du genre, je te tends la main, mais si tu veux pas, je te casse la gueule. Ça ne marche pas. On ne peut pas, d'un côté, dire, on fait l'union, on ne peut pas avoir deux visages. L'union n'est pas une tactique, c'est une stratégie fondamentale. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Encore une fois, François Hollande a fait l'union pour gagner. Pour gagner. Il n'en a rien à faire des lignes politiques. Attendez, Paul Hellec, sans rien céder sur le fond. Terminez très rapidement et après, Paul Hellec, vous allez répondre. Eh bien, c'est bon, c'est à vous, Paul Hellec. Non, mais je dis encore une fois, deux visages, oui, la droite du Parti socialiste, qui nous dit oui, je veux bien m'engager pour tel programme, pour telle proposition, qui le lendemain est déjà dans la presse en expliquant que, bon, on verra combien de temps ça tient, qui ensuite vient expliquer que ces critères ne sont pas ceux de l'Union, qui sont pas ceux du programme et qu'ils sont prêts à négocier sur d'autres bases en remettant en cause systématiquement le peu d'accord qui a été mis sur la table, où tout le monde s'est dit, ok, sur ça on signe. Et même pas 1, 2, 3 semaines après, ils changent complètement du tout au tout et ils reviennent à leurs fondamentaux. On sait qui c'est François Hollande, on sait ce que c'est le Parti socialiste. C'est le quinquennat d'Hollande et c'est la même politique qu'Emmanuel Macron, en un peu moins pire. Il faut l'avouer, Emmanuel Macron a été un accélérateur forcené des politiques, des trajectoires qui ont été données. Réduction des dépenses publiques, destruction du code du travail, etc. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, il sort pas d'un chapeau, il sort du gouvernement qui a été mis en place à cause de François Hollande. Donc voilà, il faut rétablir les faits. C'est très bien de rêver à des unités où tout le monde se respecte. Mais en fait, pour le respect, ça se mérite, ça se donne pas comme ça par crédit. Et quand vous passez votre temps à saboter les efforts
difficilement construit que demande l'exercice unitaire, je ne pense pas que vous êtes respectable et je ne pense pas que vous devez être respecté. Bon, et sur la question du RN, moi je veux bien entendu également réagir. Je pense que c'est systématique pour le RN, c'est toujours la même chose. Dur dans les mots, mou dans les faits. C'est ce qui caractérise. Ils ont besoin de prétendre s'opposer à la politique du gouvernement parce qu'ils ne peuvent pas assumer, si on regarde en plus une partie de sa base sociale populaire, frontalement le même discours néolibéral. En vérité, ils l'ont. En vérité, ils pensent que, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont assistés, qu'il y a des gens qui méritent par leur travail. C'est comme ça qu'ils fracturent le champ en rajoutant une dose de racisme sur ces éléments néolibéraux qui sont vraiment le corpus idéologique parfait de la Macronie, en vérité. Les gens qui ne sont rien et ceux qui réussissent, etc. Et puis le RN, voilà, ils sont dans une difficulté. Donc, à chaque fois, ils ont des mots durs, mais ils ne font rien. Et ils sont dans une optique également qui est une optique de gagner du temps pour pouvoir faire en sorte de monter les enchères. En vérité, ce qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, une grande majorité de la gauche va voter la censure. Peut-être qu'il y aura une dizaine de perdus au Parti socialiste, tant pis. De l'autre côté, on va avoir le Rassemblement national qui va, comme la dernière fois avec Michel Barnier, essayer de voir comment ils obtiennent une posture d'opposant en faisant monter les enchères et en s'assurant que, sur un certain nombre de critères politiques, François Bayrou ne s'éloigne pas de ce qu'ils souhaitent eux-mêmes. J'en prends pour preuve la nouvelle polémique médiatique où François Rebsamen, qui est ministre actuellement dans le gouvernement, a dit « Moi, je respecte toutes les formations, RN, ouais. sauf le RN. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement a dit « Ce n'est pas la position du gouvernement. » C'est-à-dire que le gouvernement respecte l'extrême droite. C'est ça, si on les traduit concrètement. Et donc, du coup, le RN, il est toujours dans cette posture de faux opposant, une sorte de... Et il doit organiser une position dans laquelle il va pouvoir augmenter les enchères. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour Michel Barnier. Ils ont allumé la poêle, ils ont attendu que ça chauffe, et puis voilà, ils ont fait. Ça veut dire quoi pour vous, Paul Hellec, le véritable opposant aujourd'hui ? Sauter la crêpe. C'est LFI ? Je pense que, pas que la France insoumise, je pense que les écologistes qui ont signé la motion de censure font partie des vrais opposants. Je pense que le Parti communiste qui a signé la motion de censure, en tout cas une dizaine des députés, je crois, du groupe GDR, qui comportent les communistes et les ultramarins, font partie d'une opposition qui disent « Nous avons entendu le discours ». Ce discours n'a absolument rien changé de la politique macroniste. Nous nous y opposons. C'est ça, c'est les faits. Alors, rapidement, on va pas... Oui, Gérard Filoche. Oui, si je peux me permettre. Oui, rapidement. Ça fait 2 fois que vous ne me répondez pas à moi, vous répondez à Hollande. Mais moi, je suis un farouche adversaire d'Hollande. Mais alors pourquoi vous lui pardonnez tout ? Non, ça c'est pas vrai, vous ne devez pas dire ça. Je suis celui qui m'est battu dans le Parti socialiste tellement contre lui que je pense que j'ai contribué à l'empêcher de se représenter. Que j'ai balayé Valls dans mes votes. Qu'on avait 30% à 40% du Parti socialiste pour le non au TCE. Je suis celui qui me je ne mets pas en cause vos engagements. Je ne me mets pas en cause vos engagements. Je me rappelle d'être venu vous voir en meeting il y a quelques années. Vous répondez à Hollande au lieu de me répondre à moi. Et moi, je vous dis que je me bats pour l'union du NFP, pour la censure, et je me bats pour que le programme du NFP soit défendu, pas pour qu'il soit liquidé. Et donc, j'essaie. Mais vous faites rien quand des gens le liquident, c'est ça que je vous dis. Je ne vous ai pas interrompu. J'essaie de convaincre cette partie de la gauche qui fait partie, hélas, moi, je ne partage pas ses idées. Mais quand je parle de la CFDT, de l'UNSA et tout ça, je parle du salariat. Ce sont bien des organisations syndicales dont on ne peut pas se passer. Moi, j'aimerais bien que tout le monde soit à la CGT, mais ce n'est pas le cas, hélas. Et donc, quand je veux rassembler, bah oui. Non, mais à l'occasion, on pourra discuter du rôle néfaste de la CFDT pendant le mouvement des retraites. Je suis d'accord. Je prends le langage, je prends les méthodes, je prends la pratique qu'il faut pour essayer de rassembler. Et le résultat, c'est qu'une partie du PS menace de ne pas voter la censure. Le PS est une vieille organisation de la gauche traditionnelle. Il subit l'impact des luttes de classe et des mouvements sociaux sur son appareil. Et on n'en voit pas trop de signes. L'impact, oui, bien sûr. Les mouvements sociaux. Alors, bien sûr. Et le salariat, quand vous dites, aussitôt vous parlez PS, classe moyenne, tout ça, non, le salariat, 90% du salariat est en dessous de 4 000 euros. Le salaire médian est à 2028 euros. Et donc le salariat, dans toutes ses composantes, c'est lui qui vote. C'est 30 millions de personnes. Et si on croit qu'on a, parce qu'on influence environ 15, 20% ou 30% de ces 30 millions, qu'on peut gagner, non. Pour gagner, il faut influencer une majorité de ces 30 millions. Il faut donc prendre le langage, le ton, la politique. Et le programme du FP me plaît bien parce que c'est un programme de transition. Il est ni trop radical, ni rupture, ni trop réformiste. C'est un programme de mesures d'urgence, surtout.
Oui, mais on est d'accord. Oui, On sera tous les trois d'accord, je pense, sur le fait que... de transition, madame, les mesures d'urgence sont toujours essentielles. Parce que, par exemple, si vous vous battez pour les 32 heures par semaine, c'est une mesure d'urgence pour partager le travail alors qu'on a 6 100 000 Mais sur ça, on est d'accord. La question, c'est pas ça. La question, c'est... Messieurs, dames, on arrive sur la fin de l'émission. Les 32 heures sont à la fois une mesure d'urgence et une mesure révolutionnaire. Gérard Mais Filoche. il n'y a pas de désaccord sur le fond, encore une fois. Mais quand vous dites, je réponds à François Hollande, c'est que... Avec moi, qui défend l'union, et essayez de comprendre pourquoi je vous dis qu'il faut conserver l'union. Et avec le Parti Socialiste. Gérard Filoche. Tous les matins. Je me permets de vous couper, on n'a plus beaucoup de temps, Paul Hellec, très rapidement. Non, mais encore une fois, je n'ai pas de désaccord sur le fond du programme, comme vous disiez, sur le fait que c'est un programme de transition. Je sais également, et je ne veux pas être insultant sur vos batailles contre le Parti Socialiste, je peux vous dire que jeune étudiant, responsable de l'UNEF, j'étais allé à plusieurs de vos meetings de l'époque, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, ce que je vois, c'est que lorsque des gens quittent dans les faits l'unité ou l'union du programme, celui que vous appelez de vos voeux pour gouverner ce pays, pas fait. Vous ne voulez tirer aucune conséquence au nom d'une union qui, du coup, justifie tout. Et je dis qu'avec cette même démarche, on peut être d'accord pour être en union avec des gens qui vont systématiquement agir comme une minorité de remise en cause des principes sur lesquels l'union a été fondée. Et avec ça, vous avez un sabotage permanent qui fait que vous arrivez à la situation actuelle, où le NFP est fragilisé et mis en demeure à cause une minorité de gens qui, en plus, n'ont absolument aucune des convictions du programme porté. Ils le disent eux-mêmes. Alors, il faut les prendre au sérieux. Madame Catala, j'aimerais vous écouter sur ce débat entre Gérard Filoche et Paul Hellec. Oui, effectivement, l'union, c'est pas une union au rabais, c'est pas un accord électoral pour sauvegarder sa circonscription, pour sauvegarder son groupe, pour sauvegarder les fonds financiers qui vont avec. L'union, elle est sur un programme de rupture. Et nous, déjà, à la France Insoumise, le programme du NFP est un programme de concession, parce que je rappelle que nous sommes favorables à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Donc déjà, monsieur Hellec l'a rappelé tout à l'heure, on est passé d'un programme de plus de 600 mesures que le PS avait déjà commencé à trahir, parce que lorsque nous discutions de la réforme des retraites en 2023, à chaque fois qu'il fallait faire un communiqué commun sur notre position sur cette réforme des retraites, dès qu'il était question de mentionner le retour à 60 ans avec 40 annuités ou de déposer des amendements sur la question, le Parti Socialiste était extrêmement frileux. Et là, ça continue aujourd'hui. Dans le programme du NFP, on a pareil, l'abrogation de la retraite à 64 ans et le retour vers 60 ans avec 40 annuités. Donc quand on en vient ensuite à la suspension de plus en plus courte, plus se satisfaire d'une conférence de financement, effectivement, il y a un terrible reniement qui va à l'encontre à la fois des engagements pris, mais aussi à l'encontre de l'opinion publique. Et c'est désastreux de se tirer une balle dans le pied comme ça. Quand plus de 70% des Français sont pour l'abrogation, que 93% des actifs sont pour l'abrogation, que l'intersyndicale était pour l'abrogation, quel est l'intérêt d'aller perdre son temps dans des négociations avec des gens qui disent dès le début qui ne reviendront pas sur les 64 ans. Et au-delà de M. Hollande, il y a un gros problème pareil avec M. Rousseau. M. Rousseau a encore dit en début de semaine, lui qui était le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne pendant la réforme des retraites, qu'entre 62 ans et 64 ans, il y avait 63 ans. La semaine dernière, on a eu quoi ? On a eu la retraite à points. Le monsieur Kanner, le président socialiste au Sénat, qui commençait à en discuter, c'est-à-dire la réforme d'Édouard Philippe de 2023. Donc quand on en vient quand on passe de l'abrogation de la retraite à 64 ans à la retraite à points, ce qui est aussi un risque de la conférence de M. Bayrou, parce qu'on l'a pas dit, le but, la manœuvre de M. Bayrou aussi, à travers cette conférence de 3 mois pour discuter, c'est aussi potentiellement d'obtenir un accord entre le MEDEF et certains syndicats pour discuter de la retraite à points, qui sera évidemment mise dans les discussions, et ensuite, pourquoi pas, aller vers la capitalisation. Et donc, il faut rester clair sur la rupture avec le macronisme actuel qu'on souhaite faire. Et il est évident que, M. Hellec l'a rappelé, les trahisons socialistes sont très fraîches dans la mémoire des gens. Les gens se rappellent de la loi El Khomri, ils se rappellent de la loi Macron, ils se rappellent de la déchéance de nationalité. Quand ils voient M. Valls, qui a été le premier ministre de Hollande, son ministre de l'Intérieur, qu'il est là au gouvernement à Mayotte en train de demander la suppression du droit du sol, il y a une terrible continuité entre Emmanuel Macron, qui était le ministre de l'économie d'Hollande, M. Valls, et le macronisme d'aujourd'hui qui s'extrême droitise chaque jour et contre lequel nous devons avoir aucun reniement et aucune suspicion de complicité. Gabriel Catala, vous êtes député de la 6e circonscription du Val d'Oise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Gérard Filoche, vous êtes ancien inspecteur du travail, fondateur de la gauche démocratique et sociale. Merci à vous.
Merci. Et Paul Hellec, vous êtes analyste politique. Merci Sur les d'avoir médias, répondu ouais. à nos questions. Merci.